Impeccable. Bonsoir. Vous pouvez vous installer là-bas si vous voulez. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Anaïs-Simon Drahi. Nous accueillons chaleureusement, s'il vous plaît, Georges Fenech. Cher Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là pour nous parler. Votre voix est une voix qui porte, ancien magistrat, juge d'instruction, ancien député. Vous avez passé une partie de votre carrière à défendre l'état de droit et les libertés. Et les libertés, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on a choisi comme thème qui en veut à CNews. C'est un vaste thème. C'est un thème aussi qui touche la liberté d'expression, qui touche la liberté des médias, qui touche la pluralité des médias. Donc là-dessus, vous avez évidemment énormément de choses à nous dire. Je vais vous laisser la parole, on échangera ensuite avec le public. Et je vois que vous avez déjà commencé les dédicaces, mais vous pourrez les terminer éventuellement. Merci Georges. Merci. Merci mon cher Harry de ton accueil amical et chaleureux. C'est la première fois que je viens dans ce centre culturel. Donc j'y suis très vraiment heureux et honoré d'être parmi vous. Je suis venu accompagner, c'est pour vous dire, de mon épouse, Amélie. Nous avons fêté avant-hier nos... Bah, on peut le dire, oui. En fait, je l'ai rencontré le 2 décembre. Je l'ai demandé en mariage le 7 décembre. Oui, là, hein, et nous sommes mariés le 31 janvier. Donc, nous avons fêté nos 4 mois de mariage. Et j'ai demandé à mon ami Francis Piner de procéder à la célébration à la mairie du 16e, le plus vite possible. Et il m'a dit, je peux pas faire avant le 31, il y a quand même des délais incompressibles. Très bien, voilà. Et donc, je suis heureux de vous la présenter et vous dire donc tout le bonheur que nous avons d'être parmi vous. Simplement, je dois vous présenter des excuses parce que j'avais prévu vraiment de rester tranquillement avec vous le temps qu'il fallait, mais cet horrible crime qui s'est passé, la découverte du corps de la petite, CNews m'avait demandé d'annuler ma conférence pour être sur la spéciale ce soir sur CNews. Il n'en est pas question. Je me suis engagé avec Harry Assaya que je serai là auprès des personnes qui m'attendaient. Par contre, je me suis engagé d'aller sur CNews de 23h à 1h du matin. Donc, je vous quitterai à 22h20 au plus tard pour être sûr d'être à l'antenne en direct à 23h. Vous m'autorisez? Oui. Bon, très bien, merci. Merci. De toute façon, je le savais parce que vous êtes attaché à cette chaîne. Je le sais. Et je dois dire à quel point... d'ailleurs, comme Thierry, par exemple, qui est ici, je connais tous votre attachement à cette chaîne, voyez-vous, parce que c'est la vôtre, tout simplement. C'est la chaîne que les Français se sont choisis, se sont appropriés. Et elle parle de vous, elle parle des Français. On reviendra sur le drame qui vous a frappé le 7 octobre et le rôle que nous avons joué en soutien à Israël. Et combien encore, avant-hier, j'étais sur les Champs-Élysées et un monsieur, une quarantaine d'années, m'aborde. Il me dit, j'habite Jérusalem, je vous regarde tous les jours. Nous sommes la chaîne la plus regardée, avec évidemment la chaîne nationale, en Israël, c'est pour vous dire. Bon, j'ai écrit ce livre que je vous ai amené, Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours juge à Hasbrook. Bon, c'est un titre que j'ai plagié à un certain Jacques Séguéla. Tout le monde connaît Jacques Séguéla, celui qui a inventé la pub moderne et qui avait écrit un livre il y a une trentaine d'années qui était un grand best-seller. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel. Alors évidemment, j'ai demandé l'autorisation et il m'a dit avec son élégance, ce titre t'appartient. Voilà. J'ai voulu raconter cette épopée que j'ai vécue avec CNews, car j'étais l'un des tout premiers chroniqueurs à être recruté par Serge Nedjar, le patron
de CNews, qui m'a dit ceci, il m'a dit, on vous a exploité longtemps, toutes ces années. Aujourd'hui que vous n'êtes plus parlementaire, je vous propose un contrat pour être consultant sur notre chaîne pour toutes les questions de sécurité, d'antiterrorisme et de justice. Je dis, vous croyez que c'est possible? Oui, c'est possible. Et ça fait 9 ans que ça dure. On a commencé avec Pascal Praud, on était à 0,6, c'était la toute petite chaîne, et on a eu une explosion, et cette chaîne, elle a aujourd'hui véritablement sa première place dans les chaînes d'infos, même si récemment on a connu un petit creux à cause de la guerre, évidemment au Moyen-Orient, en Iran, avec Trump, et c'est vrai, je le reconnais, que les images de terrain, etc., on les voit sur LCI et BFM, qui ont d'autres moyens que nous, mais c'est déjà remonté, parce que les chiffres de cette semaine nous ont repositionnés en première place. Et au début, quand on avait commencé avec Pascal Praud, quand on avait 50 000, 80 000 téléspectateurs, on se congratulait. Là, tous les soirs, c'est entre 800 000 et 1 million. Alors que, par exemple, hier, BFM a fait 200 000, LCI aussi, 200 000, et nous, on a fait 780 000. Donc, on est redevenu la première chaîne. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous parlons des choses, du réel. Nous ne sommes pas dans une idéologie, nous ne sommes pas dans la négation de ce qui est en train de se passer dans notre pays, qui est terrible. Notre pays est en train de s'enfoncer véritablement. Une dame tout à l'heure parmi vous m'a dit, moi je vais partir. Combien me disent ça? Je vais quitter la France. J'étais sur Europe 1 tout à l'heure avec Pascal Praud. Il y a un monsieur qui nous appelle et qui nous a dit, j'ai des enfants qui ont 14 ans, je leur ai demandé d'apprendre des langues étrangères parce qu'ils vont aller vivre ailleurs. Vous vous rendez compte? Donc voilà, on en est aujourd'hui. Et si nous n'étions pas là, si nous n'avions pas cette liberté de ton, dans l'esprit du contradictoire auquel nous sommes, mon cher Harry, très attachés par nos professions respectives, parce que nous invitons aussi des gens qui ne pensent pas comme nous. Sauf que certains qui ne pensent pas comme nous ne veulent pas venir. On les invite, mais ils ne veulent pas venir. Voilà. Donc, c'est une chaîne qui occupe une place vitale dans le paysage audiovisuel parce qu'elle exprime le point de vue qu'on n'entend pas ailleurs. Donc moi, je suis particulièrement heureux, particulièrement fier. Je remercie vraiment toute la hiérarchie et le courage d'un Vincent Bolloré d'avoir affronté tous ces médias. Alors, à travers ces news, on parle de quoi? On parle d'abord de notre sécurité. C'est notre thème premier. Nous vivons dans un pays où la sécurité n'est plus assurée. Les chiffres le montrent, c'est une explosion de la délinquance et de la criminalité et du terrorisme sans précédent. Alors, le terrorisme, je peux en parler d'autant plus que j'ai présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris de 2015, c'est-à-dire à la fois l'Hypercacher, Charlie Hebdo, le Bataclan. Et donc, pendant 6 mois, nous avons travaillé sur toutes ces questions-là, montré que la France était devenue, malheureusement pour nous, le premier pays européen, le premier contingent de ceux qui sont partis faire le djihad sur les territoires de l'État islamique, qui est apparu comme ça en 2013, et qui sont revenus chez nous commettre ces terribles attentats. Et donc ça, c'est la France d'aujourd'hui. Et donc il fallait effectivement prendre les moyens de le dire. Nous avons cette chaîne, mais maintenant il va falloir agir, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Le drame qui s'est passé aujourd'hui, on a découvert le corps de la petite Yana, 11 ans, violée, l'autopsie le démontrera, je n'ai malheureusement aucun doute, et assassinée. L'autopsie nous expliquera, nous dira comment cette pauvre fille est morte. Vous imaginez ce que ça peut pour les parents représenter, c'est-à-dire la vie s'arrête. La vie s'arrête pour les parents, la vie s'arrête pour les frères et sœurs, pour tout le monde. Et je veux dire que nous tous, nous sommes touchés, nous qui avons aussi des enfants, et nous pensons à cette famille ce soir.
non seulement nous sommes touchés par ce drame, mais nous sommes en colère aussi. Parce que la justice a été une nouvelle fois défaillante. Défaillante. D'ailleurs, M. Darmanin vient de dire cet après-midi que il était effrayé par les dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Voilà un individu qui était déjà dans les radars, et bien dans les radars, puisqu'il faisait l'objet de plaintes bien circonstanciées, notamment une plainte au mois d'août 2025 d'une fille qui pose plainte avec sa maman pour avoir été violée. Elle amène un certificat médical qui atteste de ses dires. Nous sommes au mois d'août, janvier, et le dossier est transféré au tribunal de Auch, de Toulouse à Auch, en janvier. Nous sommes au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on n'ait pas arrêté cet individu? Parce que si on l'avait arrêté dans les temps normaux, c'est-à-dire immédiatement, moi c'est ce que j'ai expliqué, j'ai été procureur de la République. Quand je recevais une plainte de viol, surtout en plus sur une mineure, mais de viol, je vais pas attendre 6 mois pour retrouver des témoins, pour faire d'autres expertises. C'est ce que nous a expliqué la procureure hier. Il fallait, en dernier lieu, aller le chercher après avoir rassemblé. Mais vous savez que vous avez un prédateur dans la nature, en liberté. Il faut l'arrêter immédiatement. Il n'y a pas à se poser de questions. Et on fait l'enquête. Et donc, en fait, on a perdu beaucoup de temps. Et ça, c'est une responsabilité professionnelle. C'est un manque de discernement. Et en plus, on saisit, en l'espèce, la brigade territoriale, petite brigade de gendarmerie. Il fallait pas saisir la brigade territoriale, il fallait saisir la section des recherches immédiatement, ou la police judiciaire, la police scientifique, qui ont des moyens de faire une enquête immédiate. Voilà où on en est. Et donc, la difficulté, c'est que non seulement on a des magistrats aujourd'hui qui se permettent de faire n'importe quoi. Quand on voit qu'ils ont libéré, pas un seul jour de prison, tous les manifestants qui fêtaient joyeusement, à leur manière, la victoire du PSG, pas un jour de prison, 270 policiers à l'hôpital et un ministre de l'Intérieur qui dit tout est sous contrôle. Voilà. 800 interpellations, mais tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, braves gens, tout va bien dans notre pays. La difficulté, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Il se passe que les juges n'ont, là, je vais être très sévère à l'égard de ma corporation, mais c'est pas nouveau. Ça fait 40 ans maintenant que je le dénonce. Il se passe que les juges n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité. Un avocat fait une erreur, on va aller le chercher. Un médecin fait une erreur thérapeutique, il va être devant les tribunaux. Un politique, je vous dis pas, il passe sa vie maintenant devant les tribunaux ou en prison. Alors ça, c'est très facile. Hein. Ça, ils savent mettre les politiques en prison, y compris les chefs d'État. On se pose pas trop de questions. On n'a pas de preuves, mais il y a un faisceau, donc en prison. Hein. Et donc, un chef d'entreprise, quand il y a un accident du travail ou des malversations, quoi que ce soit, il sait qu'il a... La seule corporation aujourd'hui qui ne rend compte à personne, pratiquement, c'est la magistrature. Et moi, je milite depuis longtemps sur l'introduction de la responsabilité professionnelle des magistrats, qui avait été une proposition d'ailleurs que nous avions faite à l'issue de la commission d'enquête d'Outreau. Vous vous souvenez? J'avais été membre et on avait proposé une responsabilité professionnelle tollée dans la magistrature, atteinte à l'indépendance de la justice. Moi, je dis, l'indépendance de la justice, c'est le cache-sexe de votre irresponsabilité. Voilà. Vous abritez toujours derrière votre indépendance pour ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que de qui on parle, de quelle justice nous parlons. Nous parlons d'une frange importante, et pas minoritaire comme on le dit souvent, de la justice qui n'exerce pas ce métier comme elle devrait le faire, c'est-à-dire appliquer la loi. Un juge, il est là, n'est-ce pas, cher maître? Il est là pour appliquer la loi. Il l'applique, certes, il l'interprète. Il y a toujours une interprétation de la loi, mais il l'applique dans l'esprit de la loi.
Sauf que les juges ont décidé, à un certain moment, on peut fixer la date d'ailleurs, historiquement, c'est passé en 1973. Ils ont décidé d'instrumentaliser l'institution judiciaire, de s'en servir comme d'une arme idéologique pour réécrire la société à leur façon, à leur propre vision. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Il y avait un bon juge, le bon juge Oswald Baudot. J'ai ressuscité cette harangue, et aujourd'hui elle est devenue célèbre dans certains milieux. Le juge Oswald Baudot, et à son âme aujourd'hui, réunissait à Marseille des auditeurs de justice qui venaient de terminer l'école de la magistrature et qui s'apprêtaient à prendre leurs fonctions, qui de juge, qui de procureur, etc. Et il leur dit, mes chers collègues, pardonnez-moi, souffrez que je vous donne quelques conseils avant de prendre votre fonction, juge ou de procureur. Ne vous gargarisez pas de mots. La fonction de juger est une fonction médiocre. Vous êtes des petits fonctionnaires de la justice. Ne vous haussez pas du col, je suis juge, etc. Et si vous deviez prononcer une peine de prison, faites comme si vous l'appliquiez à vous-même. Et comptez-la non pas en années, non pas en mois, non pas en jours, non pas en heures, en secondes, pour bien comprendre ce que c'est qu'une peine de prison, comme si c'est vous qui deviez la subir. Car, en réalité, vous devrez faire pencher la balance de la justice du côté du plus faible. Et là, il lance son fameux « soyez partiaux ». Soyez partiaux. Vous vous rendez compte, on dit à des magistrats qu'il faut qu'ils soient partiaux. Soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Soyez les défenseurs naturels de la femme contre le mari. Ça, encore, bon. Soyez les défenseurs de l'ouvrier contre le patron. Soyez les défenseurs du voleur contre la police. Et soyez les défenseurs du plaideur contre la justice. Vous voyez le programme qui a été, qui a vraiment été, qui a biberonné, je dirais, des générations de magistrats avec ce fameux « soyez partiaux ». Je suis pas qu'un juge. Juger, c'est un acte politique. La loi, je l'applique si elle me plaît. Si elle me plaît pas, je l'écarte. J'invoque les conventions européennes, les traités internationaux, et j'écarte les lois qui me plaisent pas, qui ne correspondent pas à ma vision. Quand vous avez, par exemple, souvenez-vous, les émeutes qui ont suivi l'affaire Naël. Il y a eu des dégâts absolument épouvantables, beaucoup de blessés, de forces de l'ordre, etc. Le garde des Sceaux envoie une circulaire en disant au juge, au procureur, soyez ferme. Le lendemain, le syndicat de la magistrature diffuse à son tour une contre-circulaire. Vous vous rendez compte, c'était du jamais vu. Une contre-circulaire pour dire non, attention, ne soyez pas ferme contre les soi-disant les émeutiers qui sont en réalité des révoltés de nos discriminations, de nos péchés coloniaux. Ils ont une créance sur nous. Puisqu'on a commis un crime contre l'humanité, c'est pas le président de la République qui l'a dit en Algérie, on aurait commis des crimes contre l'humanité. Moi, j'ai pensé à mon père, à mon grand-père, parce que moi aussi, je suis né en Tunisie. Je dis, mais ils se retournent dans leur tombe, quoi. Bien sûr qu'il y a eu des violences, il y a eu des souffrances au moment de la colonisation dans les années 1830, mais après, ça s'est transformé en présence française. On vivait tous ensemble, musulmans, juifs, chrétiens, et toutes les religions, on vivait en communauté, il n'y avait pas d'esclavagisme. Effectivement, les côtés positifs, l'hôpital d'Alger, c'était le plus grand hôpital d'Afrique, les ports, les écoles, les universités, la vaccination, enfin, voilà. Alors, on va pas évidemment s'honorer de la colonisation, mais il faut restituer les choses dans leur contexte. Et donc, vous voyez ces magistrats qui disent, ah, mais ils ont une créance sur nous, donc on a une dette, donc il faut les excuser. Donc c'est la culture de l'excuse. Et donc, il faut pas les condamner, puisqu'ils sont pas coupables. Qui plus est, le criminel, c'est lui la victime, puisqu'il est victime de nos premiers péchés, discriminations, etc. Et donc, vous l'excusez. C'est ça
tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France vient de là. Celui qui ne veut pas le voir ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Et donc, on condamne plus, surtout les mineurs. Les mineurs, on ne touche pas aux mineurs. Je sais pas, Harry, si tu es allé dans un tribunal pour enfants. Souvent. Non. Je pense pas que, à moins qu'il y ait d'autres professions judiciaires ici, est-ce que vous êtes allé devant un tribunal pour enfants? Ce qui est normal puisque ça juge à huis clos. Les mineurs, ils sont jugés à huis clos. Moi, j'ai été substitut des mineurs. Donc, c'était mon travail au tout début de ma carrière. Vous avez un mineur de 13 ans qui comparaît devant un tribunal pour enfants. Il a volé un autoradio, il a cassé une voiture. Et il comparaît devant le tribunal lui dit c'est pas bien. On ne doit pas faire ce genre de choses, ça s'appelle un vol, c'est puni par la loi. Mais bon, comme c'est la première fois, le tribunal va un avertissement, comme c'est la première fois, mais il ne faudra pas recommencer. Et donc, en guise de sanction, le tribunal te condamne à une admonestation. Et le gamin, il reste là, debout. Je peux partir? Ben oui, tu peux partir. Alors, admonestation, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il part, il rentre chez lui, dans son quartier. Ses copains lui disent alors? Bah, rien. Bon. Donc, ça l'a pas vraiment impressionné, la justice. Il continue, et là, il va passer le stade supérieur, et cette fois-ci, il va voler des voitures. Comme avait fait sans doute le petit Naël, il avait volé sa voiture. Hein. Il vole une voiture, une grosse cylindrée, etc. Il se fait attraper, il a un petit taxi. Il comparaît devant le même tribunal qui dit ah, t'avais prévenu, une fois, une admonestation, tu n'as pas tenu compte de notre avertissement, donc là, le tribunal va se montrer sévère à ton égard. Et en guise de sanction, te condamne à une remise à parents. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu peux rentrer. Je peux rentrer chez moi, tu rentres chez toi. Et il rentre. Et il arrive chez lui. Et les copains dans le quartier, qu'est-ce que t'as eu? Bah, rien. Rien. Après, il se rend compte que vendre du shit, faire le chouf, tout ça, ça rapporte. Ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, il se lance dans le trafic de drogue. Il se fait arrêter. Hein, le tribunal, la troisième fois, il dit, ça va. Une fois, deux fois, trois fois. Cette fois-ci, le tribunal perd patience, évidemment, et te condamne à une liberté surveillée préjudicielle. Ça veut dire qu'il va être suivi par un éducateur jusqu'à la majorité. Et alors, tu peux rentrer? Oui, tu peux rentrer, tu rentres. Il arrive avec le trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il devient le caïd. Il a affronté en vainqueur, là il a 15-16 ans, il a affronté en vainqueur la police et la justice. À la 10e fois, le tribunal, cette fois-ci, n'en peut plus. Je dis bien la 10e parce que je le fais un peu court. Hein. À la 10e fois, il recommet d'autres trafics et tout. Et le tribunal dit non, ben, c'est terminé. On te condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Sursis, il rentre chez lui. À la 20e fois, je la fais courte, hein, à la 20e fois, il se fait arrêter à nouveau, le tribunal dit c'est terminé, terminé, on va être comme le président de la République, c'est fini, c'est inacceptable, on n'acceptera plus, etc. Et le tribunal lui dit 1 an d'emprisonnement avec sursis est mis à l'épreuve. Et on repart. Et tu peux rentrer. C'est-à-dire que pendant toute sa carrière de jeune délinquant, il n'aura pas fait un jour de prison. Vous avez compris? J'étais à Lyon. Ça s'est passé il y a 2 ans. Je le raconte dans mon livre L'ensauvagement de la France. J'aime bien aller me promener sur les bords de Saône, face à la passerelle du palais de justice. J'adore ce palais où on a jugé, je vous en parle à vous parce que j'y étais, Klaus Barbie. Je le voyais passer devant mon bureau avec les chiens policiers. Ça n'est pas bien. Et il y a un type qui m'aborde, c'était le soir, en été, il faisait beau. Monsieur le juge, alors moi je me retourne, même si je suis plus juge aujourd'hui, je me méfie toujours un petit peu. Et là, il y a un type d'une 40aine d'années, maghrébin, il me dit, vous êtes monsieur Fenech? Je dis, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, vous vous souvenez pas de moi? Je dis, non. Il me dit, j'avais 16 ans. Vous m'avez mis 1 mois de prison. Vous êtes le premier qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. Monsieur le juge, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai un travail. Merci, monsieur le juge. Et il est parti. Vous voyez?
Un mineur, il ne comprend qu'une chose, c'est la sanction immédiate. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des réformes. On peut même plus condamner le jour de l'audience, vous vous rendez compte? Maintenant, ça s'appelle la césure. Ils ont des grands mots, Ils sont des idéologues, ils sont très brillants. Ils ont inventé la césure du procès pénal. C'est-à-dire que le mineur dont je vous parle tout à l'heure, là, qui comparaît, on lui dit même plus admonestation ou quoi que ce soit, on lui dit, tu reviens dans 9 mois, on te dira la décision qu'on aura prise. Dans 9 mois, il sait même plus ce qu'il a fait entre-temps. Quelle était la couleur de la voiture? Mais je me rappelle pas. J'en ai tellement volé. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, le mineur, imaginez votre enfant, il fait une bêtise chez vous. Il fait une bêtise. Et vous lui dites, si tu recommences, tu auras une punition. Il recommence, je te l'avais prévenu, etc. Ben, vous allez voir l'autorité parentale. C'est terminé. Le gosse, que je dis le gosse, ça n'a rien à voir, Là, ce sont des tueurs, On voit bien les kalachnikovs, les coups de couteau pour un portable, le petit Elias, etc. Vous vous rendez compte? Voilà où on en arrive aujourd'hui. Et lorsque vous avez tout à coup Monsieur Attal qui dit, on va réformer les mineurs, on va faire la présomption, l'excuse de minorité, on va renverser la charge de la preuve, etc. Bon, allez, très bien. Il y avait une petite avancée. Le Conseil constitutionnel est passé par là. C'est-à-dire, ben non, c'est contraire aux principes essentiels de la République. C'est quoi les principes fondamentaux de la République? Qui est-ce qui les détermine? Ben, c'est le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel ne se contente plus d'examiner la constitutionnalité des lois de la Constitution. Maintenant, il a élargi ses pouvoirs, il définit des principes généraux, des principes fondamentaux de la République. Il faut que ça colle avec ces principes. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est devenu un législateur, en fait. Quand vous voyez qui siège là-bas, voilà. Donc notre pays ne va plus. Pourquoi? Parce que on a dépossédé les Français de la souveraineté. On vote, ça ne sert à rien. Alors après, je voudrais vous dire aussi le malaise qui a été le nôtre après le 7 octobre, quand on a vu le visage de ceux qui ne se cachaient même plus de leur antisémitisme. Moi, jamais, je vous assure, j'aurais cru qu'un jour je verrais ça dans mon pays, quoi. Et en toute impunité, là aussi, moi, je me tourne par où je regarde, où sont les condamnations. Dieu sait s'il y a des plaintes, vous le savez très bien. Rima Hassan n'a toujours pas été condamné à quoi que ce soit. Donc, on a le sentiment que notre pays est abandonné aujourd'hui. Et vous allez voir les élections de 2027, ça réserve, à mon avis, on va avoir quelques surprises, parce que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter à la fois dans l'ensauvagement pour expliquer cette longue descente aux enfers qui est due à une idéologie et également au fait qu'on a cédé finalement devant le pouvoir des juges, le gouvernement des juges. Il faut tout reprendre à la base. Pour ce qui concerne les stratures, moi je suis convaincu, je vais vous dire très franchement ce que je pense, c'est pas très politiquement correct, il faut supprimer l'École nationale de la magistrature. Parce que quand vous avez, moi j'étais procureur à 24 ans, vous vous rendez compte, vous êtes jeune, vous arrivez dans une école où on vous explique que le rôle du juge c'est de refaire la société, c'est très valorisant. Et adhérer au syndicat de la magistrature. J'ai résisté. Mais beaucoup, ils sont allés. Et ce syndicat de la magistrature, contre lequel je me suis battu pendant toutes ces années, c'est celui-ci qui, alors, à la stupéfaction des Français, à la consternation des Français, on a découvert qu'il y avait un mur des cons dans leur local syndical. Et qui y avait sur le mur des cons? Bon, évidemment, il y avait Sarkozy, à la limite. Mais il y avait Jean-Pierre Escarfaille. Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille Pascale a été la première victime de Guy Georges. À 20 ans, elle a été violée et étranglée. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Fou de douleur, il a quasiment abandonné son travail, c'était un chef d'entreprise, il va consacrer toute sa vie à lutter contre les tueurs en série. Donc il a créé une association, la PAX. Il y a des gens comme vous, comme tout le monde, qui adhèrent à son association et qui essaient de faire avancer les textes. Moi, il m'avait accompagné notamment dans mes missions
quand M. Raffarin m'avait confié l'affaire du bracelet électronique, je suis allé aux États-Unis, il m'avait accompagné. Et donc, il a consacré sa vie, en mémoire de sa fille et pour éviter que ça se reproduise, à lutter contre ces criminels. Mais aux yeux des juges, c'est un crime d'avoir fait ça. Et c'est un con. Ils ont mis son portrait sur le mur des cons. C'est pas acceptable, on est d'accord. Et d'ailleurs, il a déposé plainte. Heureusement qu'il a déposé plainte. Il y a eu un procès à Paris. Et on a jugé la présidente du syndicat de la magistrature, Françoise Marthe, pour injure publique. Injure publique. Vous savez à quoi elle a été condamnée? À 500 € d'amende avec sursis. Et quelques mois plus tard, elle a été promue à un poste de la magistrature important à Bordeaux. Autrement dit, les juges se foutent de ce qu'on pense d'eux. Ils n'ont pas de responsabilité. Voilà. Et tout ça, c'est un écosystème qui est en train aujourd'hui de faire en sorte que, vous voyez, que notre pays ne va plus du tout, quoi. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire un peu rapidement, un peu de manière décousue, mais vous dire que, au fond, il faut toujours terminer aussi, parce que c'est mon tempérament, par une note plus optimiste. Moi, je crois que il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Le crime, on peut le combattre, à condition de vouloir le combattre. Je cite souvent l'expérience que j'ai eue en allant aux États-Unis, à New York. J'ai eu la chance de rencontrer l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, qui avait la tolérance zéro. Et j'avais offert, mon livre m'avait offert le sien, on avait discuté, et j'ai vu ce New York totalement sûr, qui était devenu la ville la plus sûre des États-Unis. Tolérance zéro. Premier acte, ce que je disais tout à l'heure, première incivilité, on sanctionne. C'était terminé. En 5 ans, il avait rendu New York la ville la plus sûre des États-Unis. C'est donc possible. Et il y a d'autres, je peux vous citer d'autres exemples. C'est donc possible. Il faut qu'il y ait la volonté de le faire. Et je pense que le rendez-vous que nous allons tous avoir en 2027 sera un moment de rupture. Il va falloir refaire toute notre société, à commencer par faire respecter l'autorité, l'éducation des enfants, la loi et, si possible aussi, un peu notre identité, notre culture, protéger la France, rebâtir peut-être quelques frontières par-ci, par-là, pour éviter les invasions. Faut pas avoir peur des mots, hein. Il y a une immigration aujourd'hui, on ne le dit pas assez, vous avez à peu près 500 000 étrangers qui rentrent tous les ans, de manière légale, plus entre 200 et 300 000 illégaux. Donc chaque année, vous avez à peu près entre 600 et 800 000 étrangers qui rentrent en France, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville comme Marseille ou comme Lyon. Sauf qu'il y a, comment? De l'Union européenne, on de l'Espagne, elle accepte 500 000. Exactement. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, il va falloir revoir Schengen. Même sortir de Schengen. C'est comme ça. Parce que pour en revenir au sujet de la délinquance, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Eh ben, moi, je vous le dis, sans aucun état d'âme, il y a un lien parce que moi, je voyais mes tableaux de détention à mon cabinet d'instruction. À peu près 80%, c'était des gens issus du Maghreb qui commettaient le trafic. En disant ça, bien sûr, il faut dire, ils sont pas tous comme, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. Et donc, il faut le traiter tel quel. Il faut même rétablir, je vais jusque là, moi, il faut établir les statistiques ethniques pour qu'on sache de quoi on parle. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit de faire statistiques ethniques. Ça se fait aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord, partout. Ne serait-ce que pour avoir des politiques publiques et de pouvoir traiter ces sujets avec le respect de nos valeurs. Nous sommes en France, nous sommes la terre des droits de l'homme. Il ne faut pas supprimer le droit d'asile, tout ça. Il ne faut pas non plus laisser le droit d'asile être dévoyé, voyez-vous. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli et je suis prêt de répondre à toutes vos questions. Merci Georges. En fait, vous avez beaucoup développé sur l'ensauvagement de la France et sur votre dernier livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le thème de la conférence qui était Qui on veut à CNews? On voudrait bien vous entendre sur ces sujets-là. Alors, qui on veut à CNews? Les islamo-gauchistes, infiltrés par les... C'est lui, le
Non, mais il peut venir voir. Non, mais qui en veut à CNews alors? C'est la question que je pose. Qui en veut à CNews? Qui saisit l'ARCOM régulièrement au sommet du pouvoir? Ça se passe au sommet du pouvoir. Parce que je vais vous dire, ce qui s'est passé avec le retrait de la fréquence AC8, Cyril Hanouna, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'était CNews qui était visé au départ. J'ai appris, moi, de sources sûres, de sources internes, que l'un des membres de l'ARCOM, l'un des sages de l'ARCOM, a mis dans la balance sa démission si on retirait la fréquence à CNews. Ils se sont rabattus sur C8. Il fallait taper le groupe Bolloré. Voilà. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Ça veut dire que ça peut nous arriver encore. Même Bolloré nous l'a dit, Yannick, son fils, a dit attention, il faut être vigilant. Il peut y avoir des dérapages. Vous ne pouvez pas contrôler la parole de tout le monde sur un plateau. Il faut ensuite rééquilibrer les choses et faire des rectificatifs. Donc, qui nous en veut? Nous en veulent d'abord ceux qui, tout à coup, se rendent compte qu'ils n'ont plus le monopole du récit national, de la vérité. Jusque-là, il n'y avait pas de contradiction. Vous aviez Le Monde, France Inter, le service public, Libération, ils vous disaient ce qu'il fallait voir, ce qu'il fallait penser, et surtout ne pas voir certaines réalités. D'accord? Donc tout à coup, il y a une chaîne qui se met à parler autrement. Donc ça les dérange beaucoup. Et en plus, qu'il y a du succès. Et en plus, qu'il devient la première chaîne d'info. Donc c'est insupportable. Et relayé par, vous avez raison, on appelle ça l'extrême gauche. Vous imaginez l'opinion que peut avoir Jean-Luc Mélenchon de CNews. Hein. Mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi une certaine frange de partis qui ne supportent pas Monsieur Macron n'est jamais venu sur CNews. Il a fait tous les médias. Il n'est jamais venu sur CNews. L'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a toujours refusé aussi nos invitations. Donc, mais au fond, ça a créé, c'est ce que je raconte dans Ne dites pas à ma mère, je raconte cet esprit de solidarité entre nous. Je fais d'abord les portraits, je me suis amusé à faire des portraits un peu de tout le monde, en premier lieu celui de Monsieur Pascal Praud, s'il vous plaît. Et il m'a dit, vous avez fait mon portrait? Je dis, oui, j'ai fait votre portrait. Et permettez-moi de vous dire que j'ai vraiment pris le temps d'écrire, à dire tout ce que j'avais à dire. Vous ne m'avez pas pu me couper la parole, cette fois-ci. Et donc, j'ai voulu montrer à l'intérieur comment les choses se passaient et quelle était véritablement notre liberté de parole. Moi, je peux vous dire, vous jurant sur l'honneur, que j'ai jamais reçu la moindre consigne de dire ceci ou de dire cela, ou de pas parler de ceci, ou de pas parler de cela. On a vraiment une liberté de parole. J'ai regretté beaucoup le départ de Philippe Bilger, qui s'est fait piéger par Le Monde. On ne tape pas non plus sur ceux qui vous nourrissent. Vous comprenez? Si vous commencez à critiquer votre hiérarchie, vous n'avez plus rien à faire. Dans une entreprise, si vous critiquez personnellement votre patron il va vous dire merci. Dans un cabinet d'avocat, c'est pareil. Dans un cabinet médical, c'est pareil. Partout, vous devez avoir un minimum de respect pour ceux qui organisent une chaîne de télévision. Philippe Bilger, malheureusement, il s'est fait piéger par Le Monde. Il a dit deux choses. Il a dit on n'a pas le droit de dire du mal d'Israël et on n'a pas le droit de dire du mal de Sarkozy. Mais c'est pas vrai. Avec les débats, on les a eus sur notre chaîne. Oui, lui, il a une obsession sur ça. Elisabeth Lévy. Voilà. C'est Elisabeth Lévy, ouais, c'est encore... je regrette beaucoup, parce que moi, je l'aimais bien, Elisabeth Lévy. Je regrette beaucoup, vraiment. Sarah, depuis qu'elle convole avec un cinéaste connu, elle a beaucoup changé. Oui. On passe aux questions? On passe aux questions? Allez, passons aux questions. Merci beaucoup. Alors, moi, je trouve vraiment que la présence de Frontières a vraiment beaucoup apporté à CNews et ces journalistes qui sont vraiment courageux, qui s'attaquent justement à cette question du réel. Et je voulais quand même vous poser la question suivante. Liana, c'est terrible. En revanche, je suis étonnée du peu d'écho, on en a parlé un peu, oui, du peu d'écho
d'un drame qui n'a pas fini de nous écœurer. C'est le drame du périscolaire à Paris, dans les écoles parisiennes, et je trouve que CNews ne s'en est pas beaucoup emparé. Or, le nouveau maire de Paris, c'est celui qui était responsable des recrutements des animateurs. Il y en avait 78. Alors, je sais que parmi eux, il y avait des étrangers, etc., et que ça, c'est pas politiquement correct, mais je suis étonnée que ça ne fasse pas plus de détonation que ça. Moi, ça me fait mal. Mais vous avez raison, mais nous aussi, on s'est étonné de cette omerta un peu qu'il y a eu, notamment dans les médias. Alors, Rachida Dati a essayé pendant la campagne. Non, CNews, on a été les seuls, je crois. Non, mais on en a peut-être pas assez parlé, mais on n'a pas pris conscience tout de suite de l'ampleur. On l'a découvert parce qu'effectivement, les choses étaient tenues secrètes, quoi. Et à mon avis, on n'est qu'au commencement, parce que on est compte que ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'il se passait des choses dans le périscolaire. Mais Monsieur Grégoire, le maire de Paris, tôt ou tard, il faudrait qu'il rende des comptes, hein. Parce que mais bien sûr, il y a une obligation légale que de dénoncer les mauvais traitements, les agressions sexuelles sur les mineurs. C'est une obligation légale prévue sous peine de sanctions pénales. Oui, merci. Avant de vous poser ma question qui concerne l'élection et justement de 2000 dans un an, comme je suis pas juriste, j'aimerais comprendre de termes ce que vous dites que vous avez été pour ces jeunes, celui qui est récidivé, substitut, ça veut dire quoi? Vous étiez son avocat? Non. C'est procureur. Oui, j'ai représenté la société. Vous étiez pour, bon, et puis alors, c'est pas tellement l'école de la magistrature qu'on forme des juges, d'accord? C'est surtout le syndicat. Et aux États-Unis, oui, les juges sont élus, si j'ai bien compris. Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai bien compris votre question. Mais c'est pas. Oui. Alors, moi, ma question importe en 2000, compte tenu de ce qui se présente, les soi-disant, il y en a, je sais plus combien, 25, 26, 27 candidats, qui va pouvoir faire ce que vous voulez, c'est-à-dire le changement profond de la société. Alors, juste un mot d'abord sur l'école. Moi, je crois que il faut revoir le mode de recrutement des magistrats et faire appel à la société civile, comme ça se passe dans les autres pays. C'est-à-dire qu'un avocat qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience, 20 ans, un commissaire de police, un juriste ou un chef d'entreprise non, magistrat professionnel, mais issu de la société civile, vous voyez, pas que des jeunes comme ça qui sortent de la fac, de leur foyer parental et qui deviennent tout à coup, parce que vous savez, pour juger, la technique judiciaire, elle n'est pas compliquée. C'est pas très difficile d'apprendre à faire un réquisitoire ou une ordonnance. Mais le plus difficile, c'est d'avoir le bon jugement. Et le bon jugement, vous l'aurez que nourri de l'expérience de la vie. Vous voyez, c'est ça qui manque. Il y a des magistrats, je vous disais, à 24 ans, j'étais procureur. Vous avez des jeunes femmes à 22, 23 ans, 24 ans, elles sont juges aux affaires familiales. Elles sont pas mariées, elles n'ont pas d'enfants, elles savent pas vraiment ce que c'est les difficultés d'une famille. Vous voyez, donc il faut avoir l'expérience de la vie. Et ça s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend dans la vie, précisément. C'est ça que j'ai voulu dire. Pour 2027, je ne vais pas, moi, vous dire pour qui vous devez voter, bien sûr. À moins que je revienne en politique. À ce moment-là, si je me relance en politique, là, je vous dirai pour qui voter. Mais là, ce que je sens venir, évidemment, moi, je lis pas non plus dans le Mar de Café, mais je sens venir une très, très grosse surprise, quoi. Voilà. L'union des droites. Il va y avoir... mais l'union des droites, ne vous attendez pas à l'union des partis, elle se fera jamais. Ça, il y a trop d'intérêts en jeu, ça se bouffe le nez entre eux, etc. Mais l'union de tous ceux qui représentent la droite en France, elle se fera par vous, par les électeurs. Après, vous disiez, il y a 27 candidats, on y verra plus clair au mois de septembre, octobre, déjà, un moment où les sondages vont déjà un peu départager.
Puis vous savez, on peut être candidat, moi je peux annoncer ma candidature ce soir aussi, on aura 28, vous aussi 29, 30, etc. Mais entre annoncer une candidature et être candidat, c'est autre chose. Il faut trouver 500 parrainages. Déjà 500 parrainages. Il faut trouver au bas mot entre 15 et 20 millions d'euros. Vous les avez? Il faut trouver les soutiens, il faut trouver le parti politique, les structures. Donc, il y a ceux qui disent aujourd'hui je suis candidat et ceux qui en octobre iront négocier leur retrait, leur ralliement pour un candidat qui apparaît plus solide. Donc, on y verra plus clair à ce moment-là. Autre question. Alors, ma question, je voulais savoir, les organisations qui sont considérées comme terroristes, comment se fait-il qu'elles puissent défiler? Je vous donne un exemple. J'étais au rassemblement contre la pédocriminalité. On était tous avec des drapeaux tricolores. Et à côté de nous, il y avait une contre-manifestation avec des gens qui avaient les torchons des Mollahs, des Hezbollah, Hamas et tout ça. Et j'ai voulu m'approcher avec le drapeau tricolore. Il y a un policier qui m'a dit il faut pas vous approcher avec le drapeau tricolore, c'est dangereux. Comment se fait-il? Le Hamas est considéré comme terroriste par la France, oui. Comment se fait-il qu'ils ont le droit de défiler? Le Hamas est considéré comme un groupe terroriste, non seulement par la France, mais par... C'est illégal. Ben, bien sûr, vous pouvez pas défiler avec le drapeau d'un organe terroriste, bien entendu. Sauf qu'on ferme les yeux. Vous voyez, on ne poursuit pas ce genre de choses. On voit même dans l'hémicycle maintenant brandir des drapeaux étrangers. Comment on peut tolérer des choses pareilles? Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, en France, on a quand même on considère que le Hezbollah, il faut distinguer le Hezbollah politique de la branche armée. Comment vous faites la distinction? C'est ce qui était dit aussi pour le Hamas à l'époque. Et le Hamas, c'est la même chose. C'est la France. Hein. J'ai entendu, moi, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, dire « Ah ben nous, on discute avec le Hezbollah. » Voilà. À vous discuter avec des terroristes. Ceux qui, en plus, ont assassiné 50 Français avec l'affaire du Drakkar, vous vous souvenez? Ça vous gêne pas de discuter avec... Et deux soldats ont assassiné, ça les a capturés. Macron n'a pas entendu dire merci. Non, mais ils répondent non, mais ça n'a rien à voir. C'est le Hezbollah, c'est les politiques, le reste, c'est le bras armé. De toute manière, attendre qu'on intervienne, que la France intervienne. Mais bien sûr qu'ils attendent qu'on les libère eux-mêmes du Hezbollah, bien entendu. Oui, autre question, Georges? Oui, Thierry. Thierry est un ami très proche et un artiste. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis assez pessimiste sur tout ce que tu as dit et surtout sur un point, j'ai compris dans tout ce que tu as dit que le vrai pouvoir aujourd'hui n'est pas politique, il est dans la main des juges. Et je pense qu'il n'y a pas de solution. Je n'en vois pas en tout cas, puisque de toute façon, ce sont les juges qui ont tout pouvoir en France, quel que soit le régime politique. Quelle serait donc la vraie solution? Parce que la solution de la magistrature, c'est une solution à long terme. Mais à court terme, comment on pourrait faire pour enlever le pouvoir aux juges? Bah, il y a une solution qui va vous paraître simpliste, mais moi qui, je pense, serait efficace. Le premier juge qui bouge une oreille, qui prend une opinion politique, le garde des Sceaux, digne de ce nom, le traduit devant la section disciplinaire. Et ça se termine par une révocation. Le lendemain, les juges, ils bougent plus. C'est tout. Voyez-vous? Aucun garde des Sceaux n'a eu le courage de traduire les syndicalistes, ceux qui font tout ce bruit, devant les sections. Pourquoi je dis sections disciplinaires? Parce que dans le statut du magistrat, il est prévu obligation de réserve et de neutralité. D'accord? À partir du moment où vous sortez de votre rôle, quand vous avez un syndicat de magistrats qui appelle à faire battre un candidat à la présidentielle, à l'époque Nicolas Sarkozy, une fois battu, il fait un communiqué pour se réjouir de cette défaite. Quand vous avez des magistrats qui rentrent de plein pied dans la politique, ils enfreignent leur statut. Et l'infraction au statut, il y a des sanctions. Or, ces sanctions, elles ne sont jamais appliquées. De même que la responsabilité professionnelle. Dans notre statut, il est indiqué, c'est un statut qui remonte à 1958, que le magistrat a une responsabilité personnelle lorsqu'il commet une erreur lourde. Et ensuite, l'État, par une procédure dite,
terme récursoire, l'État paye les dégâts, il se retourne contre le juge qui a commis la faute pour que le juge paye et rembourse à l'État. Depuis 1958, combien de procédures récursoires a été appliquées? 0. Hein? On n'applique pas. Donc, ce qui manque dans notre pays, c'est pas les textes, les lois, elles existent, les peines, elles existent, etc. Sauf qu'on les applique pas. On condamne à 3 ans d'emprisonnement, il fera pas 3 ans. On va le détricoter derrière avec les juges d'application des peines. Il faut supprimer les juges d'application des peines. Il faut supprimer les juges de l'inapplication des peines. Ça, c'est sûr et certain. Bruno Retailleau l'a proposé, tiens, dans son programme. Le coup d'état des juges. Exactement. Le coup d'état des juges, c'est un livre à lire. Mais tout à fait. Et je m'en souviens très bien. Ils sont allés à la fête de l'humanité, ils avaient un stand. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement, vous avez Voilà. raison. Très bien. Vous avez raison. Une autre question. Oui, vous disiez tout à l'heure que chaque pouvoir, normalement, a besoin d'un contre-pouvoir pour le limiter. Oui, Et le seul qui n'en est pas, c'est la magistrature. oui. La police, quand il y a des affaires dans la police, il y a tout de suite l'IGPN qui fait des enquêtes approfondies. Qu'est-ce qui empêche de faire une sorte d'IGPN pour les magistrats? Elle existe. Elle existe. L'inspection générale des services judiciaires, elle existe. Les instances disciplinaires, elles existent. Mais elles fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner parce que en fait, les politiques, si vous voulez, ont peur des juges. Ils ont peur des juges. Donc, ils n'osent pas. Ils ont tellement peur qu'ensuite ils se retournent contre eux. Moi, je me souviens, pour une anecdote, c'est un déjeuner à l'Élysée avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, à l'époque, était embêté par plusieurs juges pour des histoires, l'hôtel de ville, les HLM de Paris, etc. Et pendant le déjeuner, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, comment vous pouvez laisser faire une justice comme ça qui piétine tout, et la présomption d'innocence à pleine affaire Outreau, etc. Et il était là, je le voyais comme ça. Quand j'ai terminé, il me dit, mais Monsieur Fenech, j'ai très bien écouté ce que vous avez dit, mais en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, je ne peux rien dire. Fermez le banc, passe à autre chose. Ils avaient peur. Moi, je les ai vus, les politiques, ils avaient peur. La preuve, Chirac condamné, Sarkozy en prison, Juppé condamné. Tu voulais qu'on fasse la liste? Et donc, moi, moins les juges, moi, je m'occupe des juges, mieux je me porte. Eux, t'as raison, ils ont pris le pouvoir. Mais les particuliers ne peuvent pas déposer un recours ou une plainte devant cette commission bien sûr, pour faire enquêter sur oui, les juges. Oui, ça se voit, on voit des citoyens, des justiciables se plaindre, envoyer. Alors, il y a une commission qui examine la recevabilité, qui dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Déjà, faut passer un filtre. Et puis, généralement, ça se termine par un non-lieu. Hein. Très rare, très rare. Moi, ce que je propose, si Harry en est d'accord, c'est de prendre 10h15 encore quelques questions, 3, 4, 5 questions. Très bien, Okay. on y va. Parce qu'après, il y a la petite séance de dédicace pour ceux qui voudraient. Monsieur Fenech, merci pour tout. J'ai une question. On fait tous le constat, en fait, que on va dans le mur, on risque la guerre civile, on ne sait pas du tout comment ça va finir. Il y a des gens qui luttent et qui se préparent politiquement, mais on va très probablement arriver à ce point. Ce point, on y est arrivé au Liban, d'où je viens, et on a attendu jusqu'au bout et on voit ce qui s'est passé. Ça fait 50 ans qu'on se débat là-bas. Ce point peut arriver ici. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous prépare à lutter contre ça et ne pas le vivre? Et s'il arrive, comment réagir? Vous vous souvenez la prophétie de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que j'ai bien connu en tant que Lyonnais. Hein, voilà, je crains fort qu'aujourd'hui nous vivons, alors que nous vivons côte à côte, que demain nous soyons face à face. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les émeutes à Paris, ou quand il y a eu les émeutes après la L, ou même depuis en 2005, en 2007, toutes ces grandes émeutes, si c'est pas déjà des ferments d'un affrontement quasiment ethnique, faut le dire, c'est-à-dire culturel. Sauf que là, maintenant,
les quartiers se déplacent dans les centres-villes. Avant, les quartiers, c'était les quartiers, on n'y rentrait pas trop, même la police, il fallait pas provoquer. Autrement, bah, il y avait ensuite caillassage, mise à feu. Et maintenant, ils viennent dans le 8e, dans le 16e, dans les quartiers. Et un jour, ils rentreront dans les appartements. Ça commence, hein. Euh, donc, on assiste aujourd'hui à une forme de séparatisme. Alors, ce qu'il faut, c'est... Alors, vous allez me dire, oui, il faut, mais agissez, bien sûr. Moi, je prends ma part de responsabilité aussi. J'ai été membre de la majorité. Il faut arrêter totalement, il faut arrêter l'immigration. Il faut arrêter. C'est-à-dire, voilà. Même j'ai entendu M. Darmanin le dire, pause pendant 3 ans. Il faut arrêter l'immigration et il faut mettre tout en œuvre pour mieux intégrer et assimiler ceux qui sont là, ceux qui sont d'ailleurs français, jeunes qui sont français. Il faut qu'ils apprennent à aimer leur patrie, si on peut y arriver, leur drapeau, et non pas le piétiner, non pas nique la France, je ne sais quoi, comme on l'entend partout. Voilà, parce que il y a qu'en France ça se passe comme ça. Dans les autres pays, franchement. D'ailleurs, moi, quand je vais au Maroc, puisque nous avons quelques attaches à Marrakech, ou quand même en Tunisie, où je suis né, combien de fois j'entends les Tunisiens de Tunisie ou les Marocains du Maroc dire mais qu'est-ce qui se passe en France? J'aurais posé la question, j'ai dit mais chez vous, est-ce que le 31 décembre on brûle des voitures au Maroc? Il me dit vous plaisantez, même pas une mobilette. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une justice plus que sévère. Hein. Ça n'a rien à voir avec nos prisons où il y a des téléphones portables, des ordinateurs, du shit, tout ce que vous voulez, hein, en réalité. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas crédible aux yeux des pays dont sont originaires ces jeunes. Il dit, mais nous, on les reconnaît pas, c'est pas les nôtres, c'est les vôtres. Hein, reprenez-les, on n'en veut pas. Hein. Alors nous, sous prétexte de paraître comme attention, faut pas être raciste, etc. On les a finalement laissés livrer à eux-mêmes et encouragés. C'est pas rendre service à un jeune que de ne pas le sanctionner, c'est au contraire l'encourager à continuer, quoi. Taubira, oui, bah Madame Taubira, Christelle Taubira, c'est quelque chose, quelque chose. Je pourrais vous en raconter sur. J'ai écrit un livre sur elle. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors. Ah, arrivé. Donc, comment? Qui a refusé de marier un EDF et qui doit passer un jugement et payer 60 000 €. Oui, on marche sur la tête, c'est tout, voilà. Et Nunez a dit qu'il aurait dû appliquer la loi. Mais bien sûr, Monsieur Nunez, c'est celui qui a dit que tout va bien, tout est sous contrôle. Hein. On marie des gens qui ont l'obligation de quitter le territoire. On ne condamne pas ceux qui agressent gravement, d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Moi, je suis un peu inquiet pour Robert Ménard, hein, parce que s'il tombe sur de mauvais juges, vous voyez ce que je veux dire, il risque même une inéligibilité et perdre sa mairie. Hein. Ouais. Alors après, il y a des possibilités de le gracier, je ne sais pas ce qui se passera. Mais... On va prendre encore deux trois questions. Allez, parce que je voudrais bien vous signer quelques livres. 2 ou 3 questions. Bonjour, Monsieur Fenech. Oui. Parmi toutes les fonctions que vous avez exercées, je me demandais quelle était la question la plus difficile pour vous à résoudre. Voilà, ce qui vous a le plus marqué, la décision la plus difficile en fait à prendre parmi toutes vos fonctions. Oui. Merci. Moi, j'ai eu des temps forts dans ma carrière. Les temps les plus forts, ça a été le jour où je suis rentré avec certains de mes amis, comme Meilleur Habib, Lelouch, Serge Grouard ou d'autres, quand on est rentré au Bataclan. Voilà, je présidais la commission d'enquête et quand on est rentré, parce que j'ai voulu faire une reconstitution. D'ailleurs, seul à avoir fait une reconstitution, les juges ne l'ont pas fait. Donc, on a reconstitué l'assaut. Mais quand on est rentré dans le Bataclan, il y avait encore des bougies, en travaux. On n'a pas pu commencer comme ça. On a fait 1 minute de silence. Ça, c'est des temps très forts. Vous voyez
des temps très forts aussi, c'était la commission d'enquête d'Outreau, quand j'ai vu arriver toutes ces victimes de l'erreur judiciaire, le visage de ce chauffeur de taxi, de cet huissier qui a fait une grève de la faim, qui a été victime d'une erreur judiciaire. Ça, c'est des temps très très forts. Après, dans la justice, évidemment, quand on exerce un métier comme juge d'instruction, on est amené à voir des choses comme ce qui vient de se passer avec la découverte du corps. J'en ai eu des affaires comme ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, en même temps, ce sont des métiers qui vous appellent beaucoup d'humilité, parce que vous voyez ce qu'est de l'âme humaine, en fait. Vous découvrez l'âme humaine dans ces métiers-là, que ce soit dans la justice ou dans la politique, parce que vous êtes au contact des gens. Donc, ce sont des métiers, mais si vous me demandez, moi, aujourd'hui, ce que je regrette, moi, je suis magistrat avant tout. La politique, ça a été un moment. Et je suis issu de la société civile. Donc, mon métier, ma légitimité, elle est là. Une autre question aujourd'hui. Je voulais vous demander pourquoi on n'a pas le droit de vérifier si quelqu'un est mineur ou pas. Hein, parmi les migrants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vérifier ça? Normalement, on a le droit, puisque vous savez qu'avec les points d'ossification, vous pouvez déterminer, parce qu'ils sont tous majeurs quand vous les arrêtez, hein. Si vous êtes des étrangers, il n'y a pas de papier. Hein. Oui, ça a été abandonné par, faut pas porter atteinte de liberté, Et donc, ça pose énormément de problèmes, ça. Une dernière question, peut-être? Oui. Encore deux. Allez, encore deux. Madame. Oui. Je voulais vous demander, puisque on n'arrive pas à expulser les OQTF, les renvoyer, pourquoi est-ce qu'on ne rétablit pas le bagne et les travaux forcés? Ouais. Je me souvenez que c'était Laurent Wauquiez qui avait proposé de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Non, il faudrait réinstaurer une loi que moi j'ai appliquée, c'est-à-dire réinstaurer le délit de séjour irrégulier, qui n'existe plus. C'est-à-dire un étranger qui est rentré en situation irrégulière, etc., vous l'arrêtez sur le territoire national, il ne commet aucune infraction. On lui demande de partir, on lui remet l'obligation de quitter le territoire, il ne part pas. Ou alors l'Algérie ou le pays ne veulent pas l'accueillir. Donc il faudrait rétablir le délit de séjour irrégulier qui a été supprimé par François Hollande pendant son mandat, par Madame Taubira en réalité. Donc, parce que si vous rétablissez le délit de séjour irrégulier, s'il ne part pas, vous pouvez le condamner à de la prison. Et là, ça commence à devenir un peu dissuasif, vous voyez. Mais le bagne, non, c'est fini tout ça. Mais bon, quand je vois que Madame Meloni, par exemple, elle envoie ses étrangers en Albanie, ce serait une solution que d'avoir un accord avec un pays tiers qui puisse les recevoir. Les terroristes, oui. Bien sûr, les terroristes, il faut les mettre dans un endroit où on les oublie complètement. Ouais. Alors, ma question, vous avez dit moratoire sur l'immigration et à propos du droit d'asile aussi, parce que il y a des populations, une population comme les Iraniens qui sont vraiment en danger de mort. Je connais des cas où des Iraniens ou des Iraniennes qui me disent que la famille est en danger, ils voudraient venir. Donc cela, on peut les accueillir. C'est l'immigration la mieux intégrée. On n'a jamais entendu agression de quelqu'un d'origine iranienne. Ouais. Donc pour le droit d'asile. Non, mais le droit d'asile, il faut conserver le droit d'asile. D'accord. Tout à l'heure. Un vrai droit d'asile, c'est-à-dire celui qui est victime de persécution en raison de sa religion, en raison de etc. Mais actuellement, le droit d'asile, vous voyez bien, il est complètement dévoyé. N'importe qui rentre en disant « je crains dans mon pays ». Ils sont soutenus par des associations qui sont très marquées à gauche, sur notre argent, hein, tout ça est financé par l'État. Et en réalité, ça devient des filières d'immigration économique, c'est ça en fait, hein, économique, de façon à pouvoir rester dans un pays et travailler à la mesure du possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment revoir totalement la procédure, parce que si vous mettez 1 an, 2 ans avant de statuer, la personne, elle s'est installée, quelquefois elle s'est mariée, quelquefois elle a des enfants qui sont à l'école, humainement, vous ne pouvez plus l'expulser, quoi, vous voyez. Donc il faut revoir ce dispositif. Alors, juste la dernière, parce que Madame m'a refait penser à
cette frustration terrible que j'éprouve aujourd'hui. Et nous sommes d'une génération où on a connu autre chose. Et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Nous descendions dans la rue. La rue a été complètement réquisitionnée par l'extrême gauche. Et par exemple, pour Ménard, moi, je suis prête à aller dans la rue pour que les vitraux de Viollet-le-Duc soient conservés. Je voudrais aller dans la rue contre les problématiques du périscolaire et un maire qui est maire de Paris et qui a embauché ces gens-là, je serais prête à aller dans la rue, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire comme si nous étions, alors à force de ces pétitions, machin, en veux-tu, en voilà, nous étions privés du droit de hurler. Bon là, moi je vais chaque semaine. En effet, je soutiens les Iraniens parce qu'il y a des manifestations chaque semaine, chaque dimanche pour le retour de Reza Pahlavi. Mais nous, on n'arrive plus. Il y a plus de gens qui viennent dire non, je suis pas d'accord que Ménard puisse être illégitime. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Merci. Moi, je vous dis que la meilleure manière que vous ayez de manifester, c'est le jour où vous allez mettre un bulletin dans l'urne. Oui, mais ça s'est fait déjà. Voilà. Oui, mais mobilisons-nous tous déjà pour voter et faire voter. Parce qu'aller manifester, c'est bien de se faire entendre, c'est bien d'avoir une chaîne comme CNews, c'est bien tout cela, mais l'important, c'est de mettre un bulletin dans l'urne, si vous voulez vraiment que les choses changent. 2027. Voilà, merci. Nous clôturons cette conférence, on peut applaudir bien fort. Merci Georges. On va avec nous. Pour ceux qui voudraient une dédicace.